Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, en ce... quel jour on est d'ailleurs ? En ce lundi 5 mai, il fait beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, les abeilles butinent et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, pardon. Aujourd'hui, on va étudier l'expression faire le canard. Alors, faire le canard, c'est une expression qui est imagée. Donc, on va l'étudier tout à l'heure, mais avant ça, on va parler d'un conte d'Andersen. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes podcasts, mais tous les jeudis à 18h heure française, je sors la lecture d'un conte des frères Grimm. Après, je vais faire les contes de Perrault. Et bien là, aujourd'hui, je vais vous résumer un conte d'Andersen. Peut-être qu'après les contes de Perrault, je vais enregistrer les contes d'Andersen. Je ne sais pas encore, j'ai pas décidé, donc je verrai ça plus tard. Mais aujourd'hui, vu que l'expression du jour c'est faire le canard, eh bien j'avais envie de vous parler du vilain petit canard. Alors, est-ce que vous connaissez ce conte, le vilain petit canard ? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un canard ? Un canard, c'est un animal qui vit dehors, qui vit sur les lacs, qui vit près des mares, près des étangs, qui a un bec, qui a des plumes, qui pond des œufs, enfin c'est sa femelle, c'est la cane. Et donc, l'histoire de ce vilain petit canard, c'est quoi ? Avant de vous la raconter, je vais vous dire comment a été créé ce conte. Ce conte, donc d'Andersen, il a été créé suite à un échec d'une pièce de théâtre. En fait, Andersen, qui est l'auteur, avait écrit une pièce de théâtre qui ne s'appelle je ne sais plus comment, et cette pièce de théâtre n'a pas du tout marché. Ça a été un échec. Donc il s'est senti rejeté et il a créé ce conte, le vilain petit canard. Vous allez comprendre pourquoi le sentiment de rejet a un rapport avec ce conte. Donc ce conte, il parle d'un petit canard. Et ce petit canard qui naît, donc qui est un caneton, on dit un caneton ? Oui, je crois. On va dire un petit canard. Eh bien ce petit canard, qui est un bébé canard, il est différent des autres. Il ne ressemble pas aux autres. Et souvent, chez les humains, chez les animaux je ne sais pas, mais chez les humains, quand quelqu'un est différent, on le rejette. Donc ce petit canard, qui est différent des autres, va être rejeté par sa famille. Il est obligé de partir de chez lui. Donc il part, il se retrouve tout seul. Et il va rencontrer des oies. Des oies, ça ressemble un peu à un canard, mais c'est plus gros et le bec est plus fin. Ces oies vont accepter le vilain petit canard. Mais à ce moment-là, des chasseurs arrivent pour évidemment chasser les oies et le petit canard est obligé de s'enfuir. Il prend peur, il entend les coups de fusil des chasseurs et il part très vite, jusqu'à arriver à une cabane, à une petite maison. Dans cette petite maison, il trouve une vieille dame qui a une poule
et un chat. Et cette vieille dame décide d'adopter le vilain petit canard. Sauf que la poule et le chat ne l'entendent pas de cette oreille. La poule et le chat ne sont pas contents de cela et donc se moquent du petit canard. Ils persécutent, ils embêtent le petit canard et donc notre vilain petit canard est obligé de partir de la maison de la vieille dame. Il se retrouve tout seul, encore une fois, et sur un lac, un hiver, se retrouve piégé dans la glace. C'est un bébé canard, il ne peut plus bouger. À ce moment-là, un paysan qui passait par là va aider le petit canard. Le paysan va le libérer, mais le petit canard, qui est allé de déception en déception, eh bien, va s'enfuir. Il passe tout l'hiver dehors, tout seul. Oh putain, je vais pleurer. Et donc, à ce moment-là, après l'hiver, il voit des cygnes. Des cygnes, ce sont des animaux qui sont tout blancs et qui ont un bec orange. Comment vous les décrire ? C'est ça, c'est des volatiles, des animaux avec des plumes, avec des ailes, qui sont tout blancs et assez grands. Et le petit canard les trouve magnifiques. Il est bouche bée devant les cygnes. Alors le petit canard s'approche d'eux et il se regarde dans le lac. Et en fait, le petit canard réalise qu'il n'est plus un petit canard et qu'il ne l'a jamais été. Mais en fait, c'est un cygne. Depuis le début, depuis qu'il est né, ce n'est pas un canard, mais c'est un cygne. Et donc, il est accepté par les siens, il est accepté par tous ces cygnes et devient un magnifique cygne. Oh là là, c'est triste. Bon, évidemment, c'est une histoire pour les enfants, mais maintenant, vous connaissez l'histoire du vilain petit canard. Et maintenant, avant de passer à l'expression du jour, on va continuer notre série de podcasts sur la ponctuation. On a déjà vu le point, le trait d'union, et aujourd'hui, on voit la virgule. Alors, la virgule, c'est quoi ? La virgule, c'est un petit trait qui part du bas de la ligne et qui va aller vers le bas. Je vous explique d'abord, avant de vous expliquer à quoi ça sert, je vais vous dire ce que me disait mon grand-père. Mon grand-père, que j'appelais bon papa, quand j'étais enfant, m'avait dit « La virgule, ça sert à respirer. » Quand on lit une phrase en français, eh bien, quand il y a une virgule, ça permet de respirer, de prendre sa respiration. Mon grand-père disait d'ailleurs, quand on voit une virgule, on compte 1 seconde dans sa tête avant de recommencer. Quand on voit un point-virgule, qu'on verra demain, on compte 2 secondes dans sa tête. Et quand on lit un point, on compte 3 secondes. C'est ce que me disait mon grand-père. Et donc de prendre sa respiration, c'est important. Parce que si je vous lis un texte et que je vous parle tout comme ça et que je m'arrête jamais de parler sans prendre ma respiration et qu'en plus je parle vite, eh bien, vous n'allez rien comprendre. À chaque fois que je fais des pauses dans mon podcast, eh bien, c'est qu'il y a une virgule. Quand vous voyez le podcast retranscrit sur Patreon, eh bien, vous verrez que souvent, quand je m'arrête, quand je fais une pause, c'est bien sûr pour que vous puissiez comprendre le sens, comprendre le français, et souvent parce qu'il y a une virgule ou un point. Donc maintenant que vous savez en fait pourquoi a été créée la virgule, à quoi ça sert, je vais vous donner 3 emplois
de la virgule. Le premier emploi grammatical de la virgule, c'est pour séparer deux parties dans la phrase. C'est pour faire comme si en fait on avait deux petites phrases. Si je vous dis comme exemple « Je me suis levé à 5 heures, mais j'ai quand même été en retard ». Est-ce que vous entendez, avec la pause que je fais dans la phrase, à quel endroit est la virgule ? Je vous répète, je me suis levé à 5 heures, mais j'ai quand même été en retard. Eh bien la virgule, elle est entre 5 heures et mais. C'est à ce moment-là que je vais reprendre ma respiration. Et cette virgule, ici, elle sert à séparer la première partie de la phrase qui est « je me suis levé à 5 heures » de la deuxième partie qui est « mais j'ai quand même été en retard ». Je vous donne un autre exemple. On va dire « tu manges un gros gâteau, ça a l'air bon ». Tu manges un gros gâteau, ça a l'air bon. Ici, la virgule, elle est entre gâteau et le mot ça. Si je vous dis tu manges un gros gâteau, ça a l'air bon, il y a moins de musicalité, il y a moins d'accentuation de la pause, je vais y arriver, dans la phrase. C'est moins joli. Donc ça, c'est le premier emploi de la virgule, c'est de séparer deux propositions. Le deuxième emploi de la virgule, c'est de détacher un élément d'une phrase qui ne serait pas obligatoire. En français, dans 95% des phrases, il y a un verbe. Donc, quand vous avez une phrase avec un verbe, le verbe est obligatoire. On ne peut pas enlever le verbe. Quand vous avez un sujet, souvent, le sujet est obligatoire pour comprendre la phrase. On peut parfois l'enlever, mais pour comprendre, c'est important d'avoir un sujet. Je vais vous donner un exemple d'un morceau de phrase qui n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, je vais placer ce morceau de phrase à différents endroits dans la même phrase. Je vais vous dire, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, dès le matin, je suis en pleine forme. Je vous donne la deuxième phrase. Je suis, dès le matin, en pleine forme. Et la troisième phrase. Je suis en pleine forme dès le matin. Ces trois phrases veulent dire exactement la même chose. Ici, le verbe, c'est le verbe être, c'est suis. Donc, je suis en pleine forme, c'est ce qui va être important dans la phrase. Et dès le matin, c'est une option, c'est une indication d'horaire. Mais donc, dès le matin, ce n'est pas obligatoire pour comprendre qu'on est en forme. Donc, dès le matin, vous pouvez le placer à différents endroits de la phrase et le sens ne changera pas. Dans la première phrase, dès le matin, je suis en pleine forme, la virgule arrive après matin. Dans la deuxième phrase, je suis, dès le matin, en pleine forme. Et ici, il y a deux virgules. La première virgule va être avant le mot « dès » et la deuxième virgule va être après le mot « matin ». Les deux virgules vont entourer la partie de la phrase qui n'est pas obligatoire. Et la troisième phrase, je suis en pleine forme, virgule, dès le matin. Donc ici, la virgule se situe avant le mot « dès ». Donc là, dans ce rôle-là, la virgule, elle détache un élément de la phrase qui n'est pas indispensable. Et le troisième emploi de la virgule, c'est de faire une énumération, de faire en fait une liste de choses. Je vous donne un exemple. Dans ce plat, donc pour cette recette, j'ai mis
des carottes, des courgettes, des navets, des haricots verts et des petits pois. Eh bien, à chaque fois que j'ai utilisé le mot « des », j'ai mis une virgule juste avant, sauf évidemment au début. Donc, j'ai mis des carottes, virgule, des courgettes, virgule, des navets, virgule, des haricots verts et des petits pois. Quand on a le mot « et » ou ni, je ne sais pas si vous allez comprendre. Là, dans la phrase, à la fin, j'ai dit « et des petits pois ». Quand on utilise le mot « et », on ne met pas de virgule. Et c'est pareil avec le mot « ou ». Si je dis « des petits pois ou des haricots verts », il n'y a pas de virgule. Et « ni », c'est pareil. Ni petits pois, ni haricots verts. Là, on ne met pas de virgule. Alors, il y a d'autres utilisations de la virgule qui existent, mais c'est pas la peine de faire trop compliqué. Retenez bien en tout cas que quand vous lisez un texte en français, la virgule sert à respirer. Quand vous voyez une virgule, arrêtez-vous, prenez une respiration, comptez 1 seconde dans votre tête et recommencez. Et maintenant, on va étudier l'expression du jour « faire le canard ». Alors, faire, c'est un verbe. On en a déjà parlé, on va donc le conjuguer à l'imparfait et au futur, tiens. Alors, faire à l'imparfait, ça donne « je faisais »,« tu faisais »,« il faisait »,« nous faisions »,« vous faisiez » et « il faisait ». Et au futur, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez et ils feront. À chaque fois qu'on verra un verbe qu'on a déjà étudié dans ce podcast, eh bien, je vous ferai une conjugaison, 1 ou 2. C'est important de répéter et de répéter les conjugaisons. Et facilement, simplement, il ne nous reste plus que 2 mots dans l'expression, et c'est le canard. Et oh, comme par magie, on a déjà parlé du canard en début d'épisode, avec le conte d'Andersen, le vilain petit canard. Donc avec ça, on a fait les 3 mots de l'expression du jour. Mais je ne vous ai pas donné le sens. Faire le canard, c'est quoi ? Faire le canard, c'est courtiser une femme, c'est draguer une femme ou un homme d'ailleurs, en faisant trop, en étant trop parfait, en offrant des fleurs tous les jours, en lui disant « Ah, t'es trop belle, j'ai trop envie d'être avec toi ». Ça, c'est faire le canard, répéter et répéter et répéter la même chose. En fait, c'est être comme un esclave pour la femme ou pour l'homme. Mais généralement, c'est plutôt un homme vis-à-vis de la femme. On appelle ça être servile. Être servile, c'est être un esclave. Pardon, je bois de l'eau. Le mec qui boit de l'eau, il éternue, il tousse pendant ses podcasts. Vous voyez la photo que j'ai créée, enfin l'image que j'ai créée pour le podcast, où il y a un homme avec un grand bouquet de fleurs. Eh bien, faire le canard, c'est faire ça, mais tous les jours. C'est être un esclave pour draguer une femme. Je vous donne des exemples. Imaginez que vous êtes au bar, vous êtes au resto avec des potes et vous prenez l'apéro. Vous avez commandé du vin blanc, vous avez commandé de la bière, des cacahuètes, des chips. Bref, prendre l'apéro, c'est ça. C'est se retrouver autour d'un verre et discuter de tout et de rien. Et vous racontez à vos potes que vous êtes en train
de essayer de pécho une femme, donc essayer de draguer une femme, en lui disant ce que vous faites, oui c'est ça. Que vous achetez des fleurs, que vous lui envoyez des petits messages, que vous l'appelez tout le temps, que vous lui demandez toujours comment elle va. Et vos potes vont vous dire « Eh mais toi, tu fais trop le canard en fait. T'es trop un canard. » Ça veut dire que t'es trop un esclave, tu fais l'esclave pour avoir ce que tu veux. Alors pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit faire le canard ? En fait, le bébé canard, le caneton, il suit partout sa mère. Il reproduit tous ses mouvements. Comme dans notre cas, l'homme qui suit la femme partout, qui va la suivre comme un petit chien, qui va se comporter comme un esclave. Donc on a associé l'image de l'homme qui en fait trop au petit canard qui suit sa mère. Cette expression, c'est marrant parce qu'elle est assez récente. C'est du langage parlé, c'est pas familier, si c'est peut-être un peu familier comme langage, ou alors courant, on pourrait dire. En tout cas, c'est du langage parlé. Faire le canard, ça veut dire en faire trop pour arriver à ses fins avec une femme. Alors niveau traduction, j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai cherché un peu parce que je voyais pas comment traduire ça moi-même. Si vous avez une traduction ou si vous connaissez la traduction exacte de cette expression, je vous invite à me laisser un petit commentaire ou un message. D'ailleurs, en parlant de message, j'ai créé une adresse mail pour ce podcast et le mail c'est françaisfacileadrien@gmail.com. Vous pouvez retrouver mon mail dans la description. Je vous invite à enregistrer votre voix en disant une des expressions qu'on a déjà travaillées dans ce podcast. Enregistrez-vous avec votre téléphone ou votre ordinateur, envoyez-moi le fichier et je passerai le fichier dans mon podcast et je vous dirai ce qui ne va pas niveau prononciation, ce que vous pouvez améliorer pour mieux prononcer et effacer votre accent. Allez, maintenant, je vous laisse. Je vous dis donc à demain avec l'expression « ne pas se moucher du coude ». À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.